Bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous rejoignent. On va démarrer, il y a encore pas mal de personnes qui vont nous rejoindre. Samuel Musnier, on va se présenter juste après avec Pauline. Je suis très content aujourd'hui d'animer ce webinaire avec Pauline sur le sujet la gestion du chauffage, qui est un sujet qui va devenir d'actualité là dans les semaines qui arrivent, même si on a explosé les records de température sur septembre, il va falloir commencer à s'occuper de ce sujet. Et l'objectif de ce webinaire avec Pauline, c'est vraiment de vous donner les clés sur comment agir sur le système de chauffage. Déjà, dans un premier temps, sur le comportement et puis sur des actions un peu plus ambitieuses, on le verra juste après. Hop, juste pour nous présenter rapidement, donc OID, ça veut dire optimisation et innovation durable. Depuis 13 ans, on a toujours la même mission d'accompagner l'amélioration de la performance environnementale des entreprises en travaillant principalement sur 4 flux qui sont l'énergie, les déchets, les matières premières et l'eau. Et il y avait plein de manières de le faire différentes, donc on a quand même spécifié un petit peu ça. On fait que du sur-mesure, on n'a pas vraiment de logiciel ou de méthode sur étagère. On va se réinventer à chaque fois pour coller aux problématiques de nos clients. On reste indépendant de tout prestataire de solutions ou de gens qui vendraient des chaudières, etc., ou de fournisseurs d'énergie. Très important pour nous de le rester pour garantir une objectivité. On le fait avec respectant le plus possible une valeur proximité, en venant sur le terrain, voir vos installations, en discutant avec vos équipes. On a une volonté de simplifier aussi beaucoup les choses. Il y a parfois des problèmes qui ont l'air très compliqués. Mais quand on prend le temps de se poser, de mettre un peu d'ingénierie là-dessus, on peut vraiment, en face de problèmes compliqués, qui ont l'air compliqués, trouver des solutions simples. Et c'est sur ça qu'on met en premier nos efforts. On a à cœur aussi de partager la connaissance, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Pauline, mais on le fait sous plein d'autres formats. On a notamment créé pour l'ADEME une méthodologie qui s'appelle le Diag Ecoflux et on forme des confrères à cette méthodologie. Et du coup, on a vraiment comme ambition de partager un peu ce qu'on voit et ce qu'on apprend sur le terrain. On anime le REF, qui est le réseau des experts flux. Donc, il y a à peu près 400 experts comme Pauline et moi qui échangent et qui partagent des bonnes pratiques, des ordres de grandeur pour toujours mieux servir notre cible entreprise. Et OID a fait partie des entreprises repérées et accélérées par la BPI en Auvergne-Rhône-Alpes et du coup sur la promotion 2022. On a deux structures. Une structure qui est plutôt orientée conseil, c'est plutôt celle-là qui va parler aujourd'hui, qui est vraiment avec comme mission de détecter des axes d'amélioration sur le chauffage, sur l'énergie, sur les déchets. Et une autre structure à côté qui est plutôt orientée solution et qui va nous permettre de faire quelque chose qui nous est cher, de ne pas s'arrêter juste à la remise d'un rapport, au plan d'action, et de vraiment derrière avoir la possibilité de vous accompagner, de vraiment réaliser les actions qu'on vous préconise de faire. Ça peut aller, j'en parlerai tout à l'heure, de la mise en place de domotique, de gestion centralisée sur le bâtiment, sur le chauffage. Ça peut aller sur du développement d'applications. On a vraiment à cœur d'être capable de faire aussi ce qu'on propose, en tout cas de pouvoir en faire une grande partie. On est bientôt 30 personnes et depuis 13 ans, on a accompagné à peu près 1500 sites, surtout industriels, mais aussi un petit peu tertiaires, sur des projets de décarbonation au sens large. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais vous dire aussi deux choses avant que j'oublie, que vous aurez, on pourra vous envoyer le support à la suite de la présentation. Et vous pouvez poser toutes vos questions aussi hein, que vous avez dans le chat. On va se faire des petits relais avec Pauline pour pouvoir les suivre au fil de l'eau. Donc on vous enverra tout ça. Pour vous parler un peu de notre offre très rapidement, aujourd'hui on parle surtout de ce flux-là, le flux énergétique, où on fait plein d'autres choses que le chauffage, mais c'est un sujet qu'on traite quand même beaucoup soit à travers de l'audit, de l'accompagnement ou du pilotage. Et on travaille aussi beaucoup le flux matière et déchets, avec une approche de réduction à la source pour éviter de générer des déchets dès qu'on peut. Et on a une activité carbone aussi qui est assez forte, et plus globalement analyse de cycle de vie, qui vient nourrir en fait les flux, l'analyse sur les flux d'avant pour nous permettre d'être sûr qu'on vous permette de faire de la sobriété, de l'efficacité, de gagner de l'argent, mais aussi que ça ait un sens d'un point de vue environnemental. Du coup, pour me présenter rapidement, et je laisserai Pauline faire la même chose après. Donc, ça fait 13 ans que j'ai fondé OID avec un ami. J'interviens sur des secteurs et des tailles d'entreprise assez variées. Et je pilote pour l'ADEME et la BPI deux opérations ambitieuses qui sont des diagnostics autour des flux pour les entreprises de moins de 20 salariés ou plus de 20 salariés.
et on intervient beaucoup en région, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et région Grand Est, pour faire des diagnostics dans les entreprises, pour détecter les axes d'amélioration et les accompagner derrière. La Chambre des métiers, on travaille actuellement avec la Chambre des métiers en aura pour accompagner leur groupe de travail sur le chauffage et pouvoir notamment travailler ce sujet avec la cible TPE, la cible des artisans. Pauline, si tu veux bien Ouais. te présenter. Bah, merci Samuel. Du coup, Pauline Audoucet. Donc, moi, ça fait 4 ans que je suis chez OID. Comme Samuel, j'interviens vraiment sur des secteurs d'activité assez variés et des tailles d'entreprise, toutes tailles d'entreprise d'ailleurs. Ça fait 4 ans que je suis vraiment spécialisée sur les thématiques énergétiques et carbone. Et effectivement, dans cette partie énergie, ben, on retrouve beaucoup de thématiques chauffage, parce que c'est une problématique qu'on retrouve quand même très régulièrement dans les entreprises, que ce soit le secteur industriel ou tertiaire. Bah, c'est sûr que c'est des thématiques dont on entend parler de plus en plus. On va en parler ensemble aujourd'hui pour voir comment bah, est-ce qu'on peut essayer d'améliorer les solutions pour se tourner vraiment vers des méthodologies beaucoup plus efficaces et qui permettent d'être moins carbonées aussi sur le long terme. Merci beaucoup, Donc voilà, Pauline. on va voir à peu près 1 heure ensemble, donc pour parler justement du chauffage et de qu'est-ce qui peut être mis en place. L'objectif aujourd'hui de ce webinaire, ça va être de comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on cherche à agir sur le chauffage, pourquoi c'est un poste si important aujourd'hui. Et on va essayer de vous donner bah, des clés finalement pour enclencher cette transformation et que vous soyez de plus en plus efficace euh, sur le chauffage de vos bâtiments. Il y aura aussi toute une partie sur les aides qui existent aujourd'hui parce qu'il faut savoir que c'est des thématiques qui sont assez importantes pour l'ADEME notamment et qui a mis en place différentes aides qui peuvent être assez intéressantes sur ces sujets-là. Du coup, la présentation va s'articuler en 4 parties. On va vraiment commencer par une première partie assez générale hein, sur l'état des lieux, puis on verra comment est-ce qu'on peut agir, quelle est la méthodologie à suivre pour agir sur le chauffage dans vos entreprises. On parlera ensuite d'une action quand même phare et qui nous paraît vraiment très très importante quand on parle justement d'efficacité, ça va être le pilotage. Le pilotage, on a souvent tendance à négliger son impact, mais c'est vraiment une des premières actions à mettre en place de notre point de vue. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, on fera une 4e partie un peu plus focus sur les aides disponibles pour vous aider dans cette transition. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat, sur le chat au fur et à mesure si vous en avez. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et si on n'a pas le temps, de toute façon, à la fin, on fera un point sur l'ensemble des questions si jamais vous y repensez pas tout de suite. Du coup, vraiment, faut se dire, enfin, je dis ça en introduction, mais les besoins en chauffage, ils vont pas disparaître. Les besoins en chauffage, ils sont là pour compenser finalement la température extérieure. Donc le but, on va pas vous dire aujourd'hui de couper le chauffage. C'est pas du tout l'objectif, hein. Mais l'objectif, c'est de vous aider à l'optimiser pour essayer de trouver des techniques plus sobres et plus efficaces pour bah, justement atteindre les mêmes besoins, les mêmes niveaux de confort que ceux que vous avez aujourd'hui. Donc voilà. Euh, donc, comme je disais, on va commencer par une première partie, donc état des lieux, donc sur la situation un peu actuelle en termes de chauffage. On arrive aujourd'hui sur la fin de l'été, l'automne. On voit que même si on a eu un mois de septembre encore assez chaud, bah, on voit que les températures commencent doucement à descendre et que bah, prochainement, finalement, le chauffage va être remis en route dans de nombreuses entreprises. En France, aujourd'hui, le chauffage, il est quand même en grande majorité avec des énergies fossiles, donc du gaz, encore un peu de fioul. C'est des énergies qui sont quand même très carbonées. Et ben, aujourd'hui, dans notre monde actuel où on parle de plus en plus de décarbonation, etc., bah, c'est sûr que le chauffage, ben, tout de suite, ça devient un sujet assez prédominant. Aujourd'hui, sur des surfaces tertiaires, le chauffage, c'est environ 30% des consommations. C'est encore plus en industrie parce qu'on a des contraintes spécifiques. Euh, mais c'est vrai que ça reste un usage qui est quand même souvent assez peu maîtrisé. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, pour justement vous donner les clés pour changer ce fait-là. Juste pour vous donner des sortes de grandeur, en termes d'impact carbone, l'électricité aujourd'hui, c'est 52 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure consommé. Le gaz, on est quasiment à 4 fois ça. On est à 215. Et sur le fioul, c'est encore pire puisqu'on est à 314. C'est pour ça que justement, on se parle tant que ça du chauffage quand on va parler de décarbonation. Un autre point qui est important, qui était assez peu connu jusqu'à il y a environ 2 ans, mais qui s'est beaucoup développé avec le plan de sobriété qui est sorti l'année dernière, c'est qu'il y a quand même une réglementation qui existe sur les températures à appliquer dans différents espaces. Donc, je vous ai remis ce que dit la loi, hein, donc 18 degrés dans des locaux industriels, 19 degrés dans les locaux tertiaires.
Ça peut faire un peu tiquer quand on entend ça, hein. C'est sûr que 19 degrés dans des locaux tertiaires, on peut se dire qu'il fait froid. Je vais pas, forcément, vous dire le contraire, mais c'est juste effectivement cette réglementation qui dit ça et en fait, il faut vraiment se dire que la température, c'est quelque chose qu'on ressent, heu et en fait, bah, souvent, il peut faire 19 et on a froid et il peut faire 19 et on est très bien. Ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on a géré, l'ambiance de façon générale et pas que, finalement le chauffage. Donc ça, c'est quelque chose qui sera important à prendre en compte dans vos décisions. Heu, du coup, voilà, c'est ce que je disais, hein, le chauffage, c'est quand même quelque chose qui a souvent été négligé ou a souvent été un peu laissé de côté. Aujourd'hui, ça évolue, on s'y intéresse de plus en plus. On commence de plus en plus à porter attention au pilotage notamment, et c'est sûr que c'est une des premières clés pour, bah, justement, aller vers plus d'efficacité. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de se poser ensemble, hein, finalement pour trouver, bah, un bon compromis entre, bah, coût et confort, pour réussir à réaliser quand même des économies d'énergie tout en maintenant un niveau de confort satisfaisant dans vos bâtiments. On va faire un petit je laisse passer, voilà. On va faire un petit point sur, une situation qui peut paraître assez paradoxale en France. C'est que d'un côté, on a des besoins de chaleur qui sont importants. Aujourd'hui, on les estime à environ, quasiment 19 TWh, à l'année, heu, d'énergie, tout confondu, hein, tout type d'énergie confondu. C'est des besoins qui sont quand même réguliers en péri enfin qui sont saisonniers, on va dire, donc ils sont là en période hivernale, et aujourd'hui, comme on le disait, ils sont principalement d'énergie fossile. La situation, elle est paradoxale parce qu'on peut le mettre en parallèle avec, la chaleur qui est disponible. Aujourd'hui, la chaleur disponible, l'ADEME estime qu'il y a environ 109 TWh, d'énergie qui est rejetée par l'industrie, on va dire de chaleur qui est rejetée par dans l'industrie et il y a un peu plus de la moitié, enfin un peu moins de la moitié pardon de ces 109 TWh, qui sont à plus de 100 degrés. Donc finalement, c'est de la chaleur qui est assez chaude, qu'on pourrait capter relativement facilement et qui pourrait, bah, être utile justement pour du chauffage. Alors toute cette chaleur, bah, finalement, on n'arrive pas forcément à la capter entièrement, donc ça permettrait pas forcément de supprimer le besoin de chauffage. Mais par contre, ça pourrait venir en appui, pour, bah, diminuer les consommations d'énergie fossile qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos systèmes de chauffe. C'est d'ailleurs un des sujets, prépondérants de l'ADEME. Aujourd'hui, c'est vraiment eux, ils souhaitent se concentrer sur cette récupération de chaleur pour justement, ben, comme je disais, décarboner les méthodologies de chauffage et essayer, voilà, de s'appuyer sur ces gisements déjà existants. Donc, il y a des aides disponibles, on en reparlera, dessus un peu plus tard dans la présentation. Je laisse passer. Alors, si on continue un peu sur l'état des lieux, je pense que je vais rien vous apprendre en disant que les coûts de l'énergie, ils ont quand même beaucoup évolué en 2022, que ce soit le gaz ou l'électricité. Aujourd'hui, les prix, ils ont un peu tendance à se stabiliser, voire même à redescendre, mais ce que ça a prouvé quand même l'année dernière, c'est qu'il y a une grande instabilité sur les coûts et que, bah, finalement le, contexte géopolitique, les maintenances et autres, bah, ça peut très vite jouer sur le coût de l'énergie et du coup très vite impacter vos bilans. Donc bah, forcément, c'est un sujet assez récurrent. En parallèle de ça, alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais pour les entreprises qui sont soumises au quota CO2, bah, si vous avez du chauffage qui est très carboné, vous allez être fortement impacté également parce que, les quotas vont diminuer, donc progressivement jusqu'à disparaître, en 2030 si je me souviens bien. Heu, donc ça va aussi impacter finalement vos coûts si vous avez des énergies carbonées pour le chauffage. Voilà, donc ça, c'était vraiment un panel un petit, état des lieux assez rapide de la situation actuelle. Et là, nous, on a essayé de regrouper, on va dire, en 5 raisons, les motifs pour lesquels vous pourriez aller sur le chauffage et vraiment qu'est-ce que vous auriez à y gagner finalement, en mettant en place des actions. Donc la première, on vient de la mentionner, hein, c'est le coût énergétique. Maîtriser finalement son chauffage, bah, c'est maîtriser ses coûts et c'est réduire le budget si on arrive à l'optimiser et à être plus efficace dessus. Il y a aussi un côté impact CO2 qui va être baissé et comme je disais, c'est souvent des énergies fossiles type gaz. Le deuxième point, c'est le côté environnemental, pardon, donc réduire son impact carbone et surtout diminuer les utilisations de ressources fossiles qui sont très polluantes, heu, non seulement à l'utilisation, mais aussi à l'extraction. La troisième, c'est vraiment un côté de sensibilisation. Donc déjà, bah, sensibiliser tous vos collaborateurs sur ces thématiques de chauffage, valoriser les actions que vous mettez en place. C'est vraiment des choses qui nous paraissent très importantes à mettre en avant. Confort, on parle beaucoup, bah, d'optimisation du chauffage. C'est vrai qu'une des premières actions quand on parle d'optimisation du chauffage, beaucoup de gens pensent tout de suite à baisser la température.
Nous, l'idée, c'est vraiment de vous donner les clés pour vous permettre de maîtriser vos budgets, vos consommations, mais sans diminuer le confort de vos utilisateurs. Donc, le but, c'est vraiment de garder le niveau de confort que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et le troisième, c'était vrai, surtout l'année dernière, ça va continuer à être vrai, mais dans une moindre mesure. C'est vraiment un ancrage territorial français important, c'est respecter les mesures du gouvernement qui ont été mises en place sur 2023, notamment sur 2022, pardon, pour la sobriété énergétique. Donc c'est vrai que c'était principalement en 2022, mais ça reste des sujets qui sont d'actualité encore aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était sur l'état des lieux très rapide. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Je surveille, Pauline, pour l'instant, pas de questions. J'ai mentionné qu'il Ok, pouvait en poser. Je te fais signe si j'envoie une passer. pas de souci. Bah, je continue alors. Donc maintenant, on va voir un peu ensemble sur comment agir. Donc juste avant, on va faire un petit point sur un peu tous les facteurs qui peuvent influencer finalement les consommations de chauffage. Alors la liste qu'on va vous mettre ici, elle n'est pas exhaustive, mais on a essayé de regrouper ça en 4 thématiques. Donc le premier, c'est les facteurs extérieurs qui sont non maîtrisables. Typiquement, ça va être, si tu appuies une fois Samuel, on va voir apparaître la température. C'est le premier, mais il peut y en avoir d'autres. Mais le premier, c'est vraiment la température. Plus il va faire froid, plus on va avoir besoin de chauffer. Et ça, on n'a pas la main dessus. Le deuxième, ça va être tout ce qui va être lié à votre bâtiment et ou les technologies existantes. Typiquement, vous avez un bâtiment mal isolé, vous avez un bâtiment dans lequel il y a beaucoup de courant d'air, il va y avoir beaucoup plus de chauffage que dans un bâtiment récent qui vient de sortir de terre. Forcément, on n'est pas sur les mêmes contraintes en termes d'équipement et de technologie à mettre en place. Le troisième point, c'est vos méthodes de production. C'est qu'est-ce que vous avez comme méthode de production pour le chauffage? Que votre chaudière, c'est une chaudière ancienne qui a 50 ans et forcément qui n'est pas aussi efficace que des chaudières plus récentes. Et aussi, finalement, les besoins que vous pouvez avoir liés à votre production, à votre process, en fait. Donc, votre process demande minimum 18 degrés ou minimum 20 degrés. C'est des contraintes qu'il faudra respecter et c'est à prendre en compte quand on va parler du chauffage. De la même façon, si votre process dégage de la chaleur, pareil, c'est aussi de la chaleur finalement gratuite qu'on peut utiliser pour optimiser la création de chaleur annexe. Et le quatrième point, c'est le facteur humain. C'est vraiment finalement le ressenti de la personne. Comme je le disais, vous mettez 2 personnes dans la même pièce. Il y en a une qui sera peut-être très bien, l'autre qui aura froid. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est personnel et sur lequel il faut prendre en compte un peu tous les avis de chacun. Donc voilà, ça, c'est vraiment les 4 thématiques. La liste que vous voyez là n'est pas forcément exhaustive, mais les 4 thématiques sont très importantes parce que c'est pas les mêmes problématiques derrière. Par contre, elles sont à prendre en compte dès qu'on parle d'optimisation. Donc, notre but, vraiment, ici, ça va être de vous proposer une méthodologie pour optimiser vos consommations de chauffage en suivant vraiment cette logique sobriété, efficacité, substitution. Donc, l'idée, c'est d'abord d'essayer de diminuer les besoins, d'être de plus en plus efficace, et ensuite de se tourner vers des méthodes de substitution pour être énergie renouvelable ou autre. Donc, voilà, c'est vraiment dans cet ordre-là. Donc, comme je le disais, on a essayé d'agir dans l'ordre sobriété, efficacité, substitution. Donc, sobriété, qu'est-ce que ça veut dire? C'est réduire le besoin. Réduire le besoin, c'est pas juste se dire je vais chauffer à 16 au lieu de 18. C'est pas ça que ça veut dire sobriété. Sobriété, c'est qu'est-ce que je peux faire pour consommer moins en gardant les standards de confort dont j'ai besoin. Du coup, derrière sobriété, on va cacher beaucoup du pilotage. On va essayer de mieux identifier les besoins réels dans chaque zone. Bon, effectivement, vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins partout. Du coup, il y a des zones qui seront peut-être plus chauffées, des zones un peu moins. Et ça permet aussi de réduire les consommations. Euh, et effectivement, si les consignes sont trop hautes par rapport au confort dont on a besoin, peut-être réduire les consignes. Mais ce n'est pas forcément la première action. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment la sobriété. Deuxième partie, c'est l'efficacité. Donc c'est l'efficacité, finalement, c'est maintenant que j'ai mon besoin cible, je sais que j'ai besoin de ça, et pas forcément de moi, mais j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus efficace en le produisant? Donc pour consommer moins, pour avoir ce même niveau de confort. Et là, effectivement, on va se tourner du coup vers des changements d'équipement. Une chaudière qui est ancienne, on va en mettre une nouvelle. Pourquoi pas vers l'isolation des bâtiments, si on est sur des bâtiments anciens. On peut aussi travailler sur tout ce qui va être le renouvellement d'air. Dès qu'on renouvelle l'air, forcément, on a des consommations de chauffage qui sont induites. Donc voilà, ça peut être différentes thématiques à traiter pour maintenir finalement le niveau de confort voulu. Et enfin, en troisième, donc la substitution. Substitution, ça consiste à remplacer vos vecteurs énergétiques.
Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du fioul, du gaz ou d'autres vecteurs énergétiques souvent assez carbonés, on va essayer de se tourner vers des énergies plus respectueuses de l'environnement, typiquement des ENR, des énergies renouvelables. On peut aussi se tourner vers de l'électrification de certains process avec des pompes à chaleur à la place d'une chaudière gaz ou ce genre de choses. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le sens qu'il faut avoir en tête et il faut vraiment essayer de garder cette logique dans les actions que vous voulez mettre en place. Parce que sinon, on risque de... Typiquement, si on fait de la substitution avant de faire de la sobriété, on risque de dimensionner des pompes à chaleur ou des énergies renouvelables pour un besoin qui est beaucoup trop élevé. Et du coup, il y aura un investissement qui serait très supérieur à ce dont vous auriez besoin. Donc, c'est très important de respecter cet ordre. Ouais, merci de le préciser, Pauline, parce qu'on a effectivement, comme tu le dis, beaucoup de clients qui nous appellent pour ça, pour commencer directement la substitution, alors que c'est vraiment dommage de ne pas avoir fait les 2 autres briques avant, quoi. Tout à fait. Ok. Alors du coup, tout à l'heure, tu as dit qu'on n'allait pas dire de couper le chauffage, mais tu parlais au sens général. Du coup, c'est un sujet qui nous est cher, avec lequel on débat beaucoup avec nos confrères ou avec des installateurs. Et on va pas forcément se faire des copains en parlant de ça, mais c'est pas forcément le but. Quand on a abordé l'hiver dernier les problématiques d'approvisionnement de gaz qu'on avait, on avait beaucoup de clients qui nous appelaient en se posant la question de est-ce qu'il faut couper le chauffage ou est-ce qu'il faut mieux le garder? Comme ça, je consommerai un peu moins au redémarrage. Et l'idée reçue qu'on entend souvent, c'est que si le chauffage est coupé, eh ben, on va consommer plus pour se remettre en chauffe le lundi matin. Alors du coup, c'est faux. Pour la grande majorité des sites industriels, on recommande dès que possible de couper le chauffage, les organes de distribution, et ça s'applique notamment bien aux sites industriels dont les locaux ils sont souvent très mal isolés et à faible inertie. Et pourquoi, je voulais juste m'attarder un peu là-dessus, comment on l'explique, en fait, c'est assez simple, hein, c'est que la consommation d'énergie pour le chauffage, ça va être l'énergie dont on va avoir besoin entre 2 températures, la température extérieure qui fait et qui baisse un peu la nuit, et la température qu'on veut maintenir à l'intérieur. Donc forcément, si on se met à réduire, voire à complètement couper le chauffage le week-end, et ben l'air sous la courbe, ici entre les 2 courbes, qui est la consommation d'énergie, va baisser. Et même si au redémarrage, on imagine qu'on va consommer un peu plus, on va avoir un pic ici, si on dessinait la consommation d'électricité ou de gaz, mais le pic ne pourra pas être supérieur à la somme de toutes les puissances installées pour les radiateurs ou pour les organes de chauffage dans l'usine ou dans l'entreprise. Donc on ne va pas se mettre à consommer 3 gigawatts alors qu'on a une quinzaine de radiateurs. Donc même ça justifie pas de garder le chauffage allumé, et on a accompagné plein de clients dans ces démarches, et c'est tout le temps source d'économie. Ils sont surpris à quel point c'est intéressant de le faire. Alors par contre, je suis en train de dire que c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, faut pas le faire n'importe comment, hein, évidemment, et sans réfléchir. Je vous ai mis ici les précautions d'usage qu'on utilise quand on se lance dans ce genre de projet. Déjà, c'est de réunir vos experts. Vos experts, c'est votre responsable maintenance, la personne qui connaît bien les installations, et bien discuter avec eux. Alors j'ai dit être tenace quand même, parce qu'ils ont vite tendance à dire qu'il faut pas couper, sinon ça va tout casser. Évidemment, c'est pas l'objectif, mais il faut creuser un peu la discussion et continuellement demander pourquoi, est-ce qu'on peut pas faire ça. Être vigilant aussi sur les hors-gels, évidemment, et sur l'apparition de condensation. Bien évaluer le moment où il faut redémarrer, et anticiper ce moment pour éviter les plaintes de confort. Donc, s'il faut redémarrer à 3 heures du matin, la nuit du dimanche au lundi, pour avoir une bonne température, c'est ce qu'il faut faire. Et ce qu'on conseille en général, c'est d'avoir une approche un peu prudente, donc de redémarrer plutôt, d'anticiper un peu plus, et petit à petit de décaler l'heure de redémarrage et de s'assurer, avec différents capteurs, j'en parlerai tout à l'heure, qu'on atteint bien les températures de consigne. Faire attention aussi où vous mettez les thermomètres, parce que du coup, là, Pauline disait tout à l'heure, parler de température ressentie, ça dépend des zones, etc. Quand on fait ce genre de projet, il faut aussi faire attention que le thermomètre il est placé au bon endroit, là où on veut vraiment avoir la température de consigne. Et attention aussi avec certaines technologies et le retour d'eau froide, où l'objectif, encore une fois, c'est pas de casser du matériel. Mais c'est un chantier, si vous n'êtes pas attaqué à ça, ça vaut le coup d'en discuter, ça vaut le coup d'être tenace. Et peut-être que ce ne sera pas possible pour vous, mais dans beaucoup de cas, c'est possible. Et si c'est fait intelligemment, ça permet vraiment de réduire la facture, et c'est assez facile à faire.
Justement pour... oui, vas-y. Si tu Non, voulais vas-y, continue. compléter. Ouais. Sur par où commencer, parce qu'on vous parlait un peu de méthodo avec Pauline. La première étape, c'est évidemment de faire un diagnostic initial que vous faites en interne ou sur lequel vous faites accompagner, de regarder ce que vous avez comme installation, elles sont dans quel état, essayer de commencer à identifier qui consomme quoi, d'aller sur le terrain. C'est pas un truc qu'on fait en visio, un audit de chauffage, c'est pas une démarche que vous ferez à distance. Il faut vraiment voir comment ça se passe, faut discuter avec les utilisateurs. Faut poser plein de questions sur les consignes. Tiens, pourquoi ici on met 22 degrés? Pourquoi est-ce que tel local est maintenu à 19 degrés alors qu'il n'y en a pas forcément besoin? Donc il y a vraiment cette attitude à avoir et à chercher à comprendre. Donc c'est hyper important ce point de départ. Et ensuite, on va beaucoup insister aussi avec Pauline sur savoir où vous en êtes déjà aujourd'hui pour bien déterminer là où vous voulez aller. Et la première étape, j'en parle juste après, c'est d'avoir du sous-comptage dès que possible. Donc, si vous avez un chauffage électrique et que vous avez des pompes à chaleur, par exemple, c'est bien de pouvoir isoler la part de consommation électrique liée à ça. Si vous avez du gaz et que vous avez plusieurs usages pour le gaz, c'est vraiment intéressant de savoir la part au chauffage. Il y a d'autres manières de faire, mais c'est quand même un très bon point de départ. Si jamais vous n'avez pas ça, c'est possible de faire des mesures ponctuelles, d'avoir des petits appareils qui vont mesurer pendant la période de chauffe soit les consommations de gaz, soit les consommations d'électricité. Alors ça sera estimatif, hein, puisqu'on va le faire que pendant 1 ou 2 semaines, et que Pauline parlait des facteurs extérieurs, des facteurs influents tout à l'heure. Évidemment, si on mesure pendant une semaine où il fait moins chaud, on consommera moins qu'une semaine où il a fait très froid. Mais ça, après, bon, ça fait partie de notre métier de corréler tout ça. Ça peut être intéressant de le faire. Et si jamais vous avez que ça, à partir des factures, et déjà pour des entreprises un peu moins structurées, de regarder vos factures mois par mois, on peut commencer déjà à voir des choses et à commencer à travailler là-dessus. Donc c'est bien important d'avoir ces grandes étapes et d'avoir cette notion d'état des lieux. Ça va être important aussi pour vous, pour motiver vos équipes à travailler sur le chauffage. Je parlais juste avant d'essayer de couper le chauffage quand c'est pas utilisé avec pas mal de précautions. Mais ça, c'est toujours plus puissant si on peut mesurer l'impact de l'action qu'on a mis en œuvre et qu'on montre qu'on a par exemple réduit les consommations de chauffage de 20% grâce à ça. Ça permet plus d'amener ses équipes et c'est beaucoup plus fédérateur. Je crois que j'avais un petit schéma à vous présenter sur comment est-ce qu'on fonctionne de notre côté. On va mettre en place des capteurs, par exemple côté Smart Solutions, on va suivre des consommations d'électricité, de gaz, de température, et on va récupérer toutes ces données et les connecter à des données de production, de température, etc., pour que l'utilisateur, je vous parlerai d'un petit success story tout à l'heure, puisse visualiser et voir l'impact de ses actions. Et ce qu'on travaille de plus en plus avec nos clients, toujours en étant le plus smart possible, c'est cette boucle de rétroaction. C'est de se dire que ça fait 10 fois qu'on dit que le chauffage doit être coupé dans tel endroit le vendredi soir, et on n'arrive pas à le faire avec une intervention humaine. Et on va automatiser, on va domotiser ça pour que ce soit fait de manière automatique. Donc là, c'est plutôt une boucle de rétroaction par rapport à différents indicateurs, différentes supervisions qu'on peut avoir. Là, le schéma, il peut paraître peut-être assez complexe. L'objectif, clairement, sur la partie chauffage, c'est de faire ça en étant le plus smart possible et que ça vous coûte le moins cher possible, tout en générant le plus de valeur possible. Là, on parle même pas de mettre une GTC ou une GTB très très chère. On peut faire des choses très simples aujourd'hui et très performantes sur ces sujets-là sans avoir à débourser des sommes astronomiques. Pauline, je te repasse la main. Alors là, on va vous proposer une première feuille de route, donc un peu des grandes actions que nous on a identifiées et qui permettent d'agir sur le chauffage. Toutes les actions ne s'appliquent pas forcément à toutes les entreprises. Après, il faut les adapter à vos situations particulières. Mais c'est ce que nous, globalement, on a identifié, ce qui revient très régulièrement lorsqu'on parle de chauffage en entreprise. Donc la première partie, déjà, c'est ce que disait Samuel, hein, c'est vraiment de savoir où est-ce que vous en êtes. Donc d'avoir un peu une cartographie finalement de votre site et des besoins. Se dire, voilà, j'ai besoin de telle température à tel endroit, sur telle période, sur telle plage horaire. J'ai besoin de savoir, dans la zone d'à côté, j'ai peut-être besoin de beaucoup moins parce que c'est du stockage et qu'il n'y a pas grand monde. Donc voilà, c'est vraiment pas forcément ce que vous êtes capable de faire, mais ce dont vous avez besoin
pour vos contraintes de production, assurer le confort, etc. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, c'est où est-ce qu'on en est. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, du coup, c'est de se dire, OK, j'ai identifié de quoi j'avais besoin. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour coller à ces besoins? Donc j'ai identifié que j'avais un besoin de 20 degrés dans une zone. OK, est-ce que j'ai de quoi piloter le chauffage pour mettre 20 degrés? Ou est-ce que c'est possible de le faire que dans cette zone? Ou est-ce que mettre 20 degrés dans cette zone, ça veut dire mettre 20 degrés partout? Enfin, voilà, c'est des questions à se poser. Mais du coup, c'est vraiment essayer de coller au maximum les températures de consigne à vos besoins et les plages horaires aux périodes d'occupation du bâtiment. Pour, comme disait Samuel, couper le chauffage sur la période de non-occupation. Tu le rallumer en avance pour avoir la température voulue le matin, mais vraiment ne pas le laisser tourner 48 heures le week-end quand il n'y a personne. Troisième point, ça va être suivre finalement l'efficacité de vos actions, donc mettre en place des indicateurs de performance. C'est-à-dire que vous pourriez juste suivre les kilowattheures consommés, mais finalement ça n'aura pas forcément du sens parce que, comme on disait tout à l'heure, plus il va faire froid, plus vous allez consommer en chauffage. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins efficace, ça veut juste dire qu'il y a plus de besoins. Donc l'idée, c'est de suivre un indicateur. Nous, sur le chauffage, on conseille souvent un indicateur en kilowattheure par DGU, donc degré jour unifié, ce qui permet justement de prendre en compte l'impact du climat. Et ça, c'est vraiment très très important d'avoir cet indicateur-là parce que c'est celui-là qui va vous permettre de se dire, OK, il a fait plus froid, j'ai consommé plus. Par contre, l'indicateur, il est resté au même niveau, donc ça veut dire que j'ai été stable sur mes consommations. Et ensuite, le mois suivant, vous mettez en place une action. Tiens, l'indicateur, il a baissé de 5%. Ça veut dire que vous êtes plus efficace sur votre chauffage. Et ça veut dire que vous réduisez vos consommations et que vous allez dans le bon sens. Donc ça, c'est très très important. Et c'est ça qui vous permet aussi de vous comparer d'une année à l'autre. Le point suivant, du coup, c'est vraiment plus d'agir maintenant sur les méthodes de production du chauffage. C'est de se dire, OK, maintenant j'arrive à suivre, j'arrive à piloter à peu près ce que je fais. Maintenant, j'aimerais bien avoir des équipements qui me permettent d'avoir un pilotage plus fin, peut-être par zone, avoir des solutions différentes par zone, peut-être par type de process, on n'a pas besoin des mêmes températures ou des mêmes besoins, et du coup, on peut adapter les équipements aux spécificités de la zone. Donc des bâtiments anciens, des bâtiments plutôt isolés, avec grande hauteur. Voilà, ça c'est vraiment, ça va dépendre des solutions et des bâtiments que vous avez. Le point suivant, c'est du coup le plan d'action. Donc c'est maintenant que je sais ce que j'ai besoin, j'ai réussi à mettre en place un peu ce pilotage pour coller à mes besoins, j'ai mes indicateurs pour ce que je fais. OK, maintenant quelles sont les actions que je veux mettre en place? Et du coup, comme j'ai mes indicateurs en place, je verrai ce que ça m'a réellement permis d'économiser. Donc ça, c'est vraiment définir les actions potentielles et surtout les classer selon des critères adéquats propres à votre situation. Donc vous, est-ce que vous cherchez des solutions plutôt à temps de retour assez faible? Est-ce que vous êtes prêt à aller sur des solutions peut-être plus longues parce que vous avez une vision long terme? Ça dépend vraiment de vos objectifs et de votre situation, mais effectivement, classer les actions pertinentes en fonction de vos critères. Et Pauline, juste pour compléter sur la Oui, partie état des lieux, parce que tout à l'heure tu parlais de récupération de chaleur, c'est quelque chose qu'on regarde du coup dans la partie état des lieux quand on fait la cartographie des besoins. On, tout à on fait. s'assure qu'en fait à l'endroit où vous générez de la chaleur fatale, donc vous générez du chaud et vous savez pas quoi en faire, et ben que ça peut être lié à un autre endroit où vous avez un besoin et si possible le plus proche possible de cet endroit où vous générez la chaleur, parce que la chaleur ça voyage assez mal, sans avoir trop de déperdition. C'est quelque chose qu'on regarde beaucoup pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur la partie état des lieux et donc à la fois la carto des besoins et puis les consignes également pour être sûr que on n'a pas une chaleur trop basse à récupérer par rapport à un besoin plus élevé juste à côté. Et je vois aussi qu'il y avait une question, donc je vais juste me permettre d'y répondre parce que comme ça, c'est sur le sujet. Il y avait une question sur qu'est-ce qu'on mettait derrière les solutions radiatives. En fait, au niveau du chauffage, il faut savoir que soit on va être sur des solutions convectives, donc c'est typiquement une centrale de traitement de l'air qui va distribuer de l'air chaud. On souffle de l'air chaud et du coup, là, il y a un mouvement d'air. Donc, c'est des mouvements convectifs. Une solution radiative, c'est que pour le coup, on va chauffer sans faire bouger de l'air. Donc, c'est souvent avec des radiants. Et du coup, là, on va chauffer plutôt des surfaces. Donc, on chauffe en infrarouge. C'est-à-dire qu'on ne chauffe pas la température de l'air. Donc, ça peut être souvent compliqué à mettre en place parce que du coup, enfin, il peut y avoir des opérateurs qui se baladent avec un thermomètre et qui se disent, mais il fait 14 degrés, c'est pas normal. Mais par contre, c'est très efficace dans des bâtiments grande hauteur parce que dès qu'on a 6-7 mètres sous plafond, finalement, comme il y a un phénomène de gradation de la chaleur, on aura beau chauffer avec des aérothermes, l'air il va monter en haut et les opérateurs qui seront en bas, ils auront toujours cette sensation de froid. C'est pour ça que sur ce type de bâtiment, il faut mieux se tourner vers des solutions radiatives, donc avec des radiants notamment,
qui vont vraiment permettre de chauffer les surfaces et du coup qui sont beaucoup plus adaptées. J'espère que ça répond à la question. Et pour compléter, Pauline, aussi quelque chose qu'on regarde dans l'état des lieux, c'est l'adéquation entre le mode de chauffage et les thermostats qui sont en place. Puisque tu parles de radiant, ça nous arrive de voir sur des sites des sites qui sont équipés de radiant mais qui n'ont pas les bons thermostats. Et du coup, un chauffage qui est très mal piloté. Donc, on regarde aussi beaucoup, et je vous encourage à le faire après le webinaire, d'aller vérifier en fonction de vos modes de chauffage que vous avez les bons thermostats. Et pour les chauffages radiants notamment, c'est pas les mêmes thermostats que des radiateurs à convection, et donc ça peut poser derrière des problématiques de performance et de régulation si le chauffagiste a pas choisi la bonne technologie. Denis répond que ça répondait à sa question. Merci Pauline. Parfait. Tant mieux alors. Du coup, je reprends ma phrase. Donc là, on a défini les actions, on les a classées. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'étape d'après, c'est finalement d'évaluer l'impact. Donc, grâce aux indicateurs qui ont pu être mis en place avant, on est capable de suivre la baisse si l'action a marché, ce que je vous souhaite. On est capable d'évaluer du coup la baisse et les économies réalisées. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important puisque ça permet de valoriser ce que vous faites et derrière de communiquer, de pouvoir continuer à mettre en place d'autres actions parce que vous vous rendez compte de ce que ça vous rapporte. Donc trop souvent, on entend dire on a fait ça, mais on n'est pas sûr de si c'est efficace ou pas. C'est pour ça que vraiment cette étape d'indicateur est très importante. Et du coup, la dernière étape, finalement, c'est valider que vous avez atteint les objectifs. Donc si initialement, vous vous y fixé une réduction de 5%, voilà, c'est de valider est-ce que oui ou non je les ai atteints, et du coup de mettre à jour le plan d'action. C'est-à-dire, ok, je les ai atteints, maintenant je vais essayer d'aller plus loin, je peux essayer de trouver d'autres actions pour continuer. Ou alors à l'inverse, non, je vais pas atteindre mes 5%, j'ai atteint que 2%. Qu'est-ce que je peux continuer à mettre en place pour aller chercher ces 3% restants? Donc voilà, et ça c'est vraiment après une boucle finalement qu'on reprend et qu'on continue pour toujours essayer de s'améliorer de plus en plus. Voilà. Alors là, c'est non exhaustif, mais on vous a mis un peu des exemples d'actions usuelles qu'on peut voir en entreprise. Donc comme je vous disais, toujours avec cette logique sobriété, efficacité, substitution. Donc sobriété, ça va vraiment être contrôler les températures en fonction des zones et des besoins, mettre en place des programmes horaires pour couper le chauffage le week-end, la nuit si c'est possible, mais vraiment sur des zones où il n'y a personne. Installer une GTC. Donc l'avantage de la GTC, c'est que vraiment c'est un système centralisé qui vous permet de faire tout ça, mais du coup sans avoir à les programmer, chaque radiateur en a un ou chaque aérotherme en a un. Donc c'est vraiment quelque chose de centralisé. Tout ce qui va être sensibilisation, c'est des actions qui sont très importantes aussi. On a trop souvent tendance à négliger l'impact humain, mais voilà, sensibiliser les gens à ces problématiques, ça peut vous permettre aussi finalement de les faire adhérer aux solutions que vous mettez en place. Il y a tout ce qui va concerner les centres de température, donc déjà les étalonner. Donc vérifier finalement que ce qu'elle mesure, c'est bien la valeur réelle et qu'il n'y a pas un écart de 2 degrés, par exemple, entre la température et ce que la sonde mesure. Ça peut arriver sur des sondes assez anciennes, finalement, il faut les réétalonner pour avoir des valeurs réelles. Valider le bon positionnement des capteurs, c'est ce que Samuel disait, mais c'est de s'assurer que le capteur est positionné à l'endroit où on en a besoin pour que si on lui dit je veux 18 degrés, qu'il se fasse 18 degrés là où on en a besoin et pas 10 mètres plus loin. Sinon, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et le penchant, c'est d'assurer aussi le bon positionnement des émetteurs. Parce que c'est très bien d'avoir le thermostat au bon endroit, on mesure la température au bon endroit, mais si votre émetteur de chaleur il est 15 mètres plus loin, forcément il va consommer beaucoup plus pour apporter le niveau de confort voulu à l'endroit que vous souhaitez. Alors que s'il était situé à côté, forcément, c'est beaucoup plus simple. Donc dans la partie efficacité, on va retrouver du coup adapter les méthodes de chauffage en fonction des zones. Donc ce qu'on disait tout à l'heure sur les solutions radiatives, convectives, pourquoi pas, c'est une première chose. Il y a aussi toute la question d'isolation des bâtiments. Si on est sur des bâtiments anciens, forcément les isoler, on va avoir des gains d'efficacité sur le chauffage. On peut toucher aux menuiseries, on peut toucher à l'étanchéité du bâtiment, donc c'est un peu en lien avec l'isolation. On peut travailler sur tout ce qui est renouvellement d'air, que ce soit le renouvellement d'air naturel ou le renouvellement d'air forcé via des CTA. On peut travailler sur le remplacement des équipements. Une chaudière qui a 30 ans, 40 ans, peut-être qu'on peut la remplacer par des équipements plus efficaces. Appliquer la loi de Chaud, donc ça c'est adapter finalement sur une chaudière la température de la boucle d'eau chaude en fonction de la température extérieure. Finalement se dire quand il fait froid, j'ai besoin d'une température de beaucoup plus chaude.
en période de mi-saison, ça pourrait me permettre de chauffer un peu moins. Et finalement, on a des économies à se réaliser comme ça. Une autre action d'efficacité, c'est de mettre en place des déstratificateurs. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ce phénomène de gradation de la chaleur. Mais c'est sur des bâtiments grande hauteur de faire redescendre cette chaleur qui a tendance à être coincée en haut, de la faire redescendre vers le bas où il y a les opérateurs et là où on a besoin de chauffage. La troisième catégorie, du coup, la substitution. Donc là, c'est se tourner vraiment vers d'autres vecteurs énergétiques. Du coup, donc soit on se tourne vers de l'électrification avec des pompes à chaleur. On en voit apparaître de plus en plus dans les bureaux, mais également en industrie. Ça se fait aussi de chauffer des halls industriels avec des pompes à chaleur. On peut se tourner vers tout ce qui est ENR, donc énergie renouvelable, donc géothermie, biomasse, mais il y en a d'autres. Il faut savoir que c'est des solutions qui sont très poussées par l'ADEME. On en reparlera juste après, mais il y a pas mal d'aides sur ces solutions-là. On a aussi évoqué le sujet de la récupération de chaleur fatale. Là, on l'a mis sur les compresseurs, sur les groupes 3, mais on peut en faire un peu sur tout, hein, sur les process. C'est ce qu'on voyait en introduction. Il y a des gisements de chaleur importants en France. Donc, à mettre en parallèle par rapport aux besoins de chauffage, ça peut être une méthode vraiment intéressante pour vous pour changer de vecteur énergétique. Voilà. Donc ça, c'est une première liste avec les actions usuelles qu'on peut revoir. Elle n'est pas exhaustive, hein, vous pouvez avoir en fonction de vos cas particuliers d'autres actions, mais n'hésitez pas à vous en inspirer pour peut-être piocher celle qui vous intéresse et réussir à mettre en place, vous, votre propre plan d'action. On va faire un petit focus réglementation. Alors, c'est une côté réglementation plus tertiaire, parce que c'est vraiment de ce côté-là pour l'instant que les réglementations se concentrent. Après, même en tant qu'industriel, en fait, vous êtes aussi concerné par ces réglementations-là. Donc, c'est quand même important de les connaître. Donc, la première, c'est le décret tertiaire. On en parle quand même depuis quelques temps, donc peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Mais globalement, c'est une réglementation qui concerne toutes les entreprises qui ont plus de 1000 m² de surface tertiaire. Derrière surface tertiaire, ça veut dire toutes les surfaces de bureaux, mais aussi les surfaces de stockage de produits finis qui restent plus de 5 jours sur votre site. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'industriels rentrent dans le scope du décret tertiaire. Et en fait, ce décret, il va vous demander des réductions de consommation d'énergie d'ici à 2030. Donc on est à moins 40% d'ici à 2030, moins 50% d'ici à 2040 et moins 60% d'ici à 2050. Et en fait, pourquoi on parle de ça? C'est parce que si vous arrivez à être plus efficace sur votre chauffage avec la régulation et d'autres types d'actions, forcément, vous allez baisser vos consommations et donc atteindre plus facilement ces objectifs-là. Donc, agir sur le chauffage, c'est un vecteur pour respecter cette réglementation-là. Donc ça, c'est sur le décret tertiaire. La deuxième, c'est sur le décret BACS. Les décrets BACS, il va concerner toutes les entreprises ayant des surfaces tertiaires, peu importe la taille. Et en fonction de la puissance des équipements de CVC, donc de chauffage, ventilation, climatisation, le décret BACS va vous imposer la mise en place d'un système de gestion automatisé des bâtiments, donc une GTB, pour justement être capable de piloter ces équipements-là, mettre en place des plages horaires, avoir des températures de consigne, pouvoir les couper, les allumer à distance, ce genre de choses. Donc d'ici à 2025, donc demain, j'ai envie de dire, il va falloir que les entreprises qui ont une puissance installée de plus de 280 kW d'équipement de CVC, donc de chauffage, climatisation, ventilation, installent ce système de GTB. Et en 2027, le seuil il descend à toutes les entreprises ayant 70 kW d'installés. Donc 70 kW d'installés, ça va faire quand même rentrer beaucoup d'entreprises dans le scope. Donc il va falloir commencer à se poser des questions de qu'est-ce qu'on a en place et qu'est-ce qu'il va falloir installer pour respecter ce décret. Voilà. Ça, c'est un petit focus réglementation. Ouais. Juste avant de parler du pilotage, il nous reste un quart d'heure à peu près, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. Attendez peut-être pas la fin si vous en avez. On essaiera de faire le lien avec ce qu'on est en train de dire. Alors, il y a une question justement sur des réglementations qui pourraient venir pour les entreprises ayant une surface plus petite que celle soumise au décret tertiaire. Alors, pour l'instant, il n'y a pas forcément de réglementations qui vont arriver. Ils essayent déjà de faire en sorte que toutes celles soumises au décret tertiaire s'inscrivent et suivent leur consommation. Donc déjà, je pense que quand ils auront réussi cette étape-là, ils poseront la question d'aller plus loin. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réglementation pour les entreprises petites. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on va parler du pilotage? Comme je le disais en introduction, le pilotage, c'est vraiment une des solutions primordiales pour agir facilement sur le chauffage et réussir vraiment à aller chercher des économies assez rapidement. Donc, cette action, c'est vraiment, de notre point de vue, l'une des plus importantes. Et c'est assez compliqué finalement d'aller mettre en place des actions plus compliquées
si on n'a pas d'abord cette main sur nos propres équipements, être capable de les allumer, de les éteindre à distance, avoir des plages horaires, des températures de consigne, ce genre de choses. Donc ça, c'est la base pour ensuite pouvoir agir et mettre en place des solutions plus complexes. Le pilotage, c'est pas forcément des choses très compliquées à installer. Ça peut faire peur quand on le dit comme ça, de la domotique, des capteurs, ci, ça. Faut se dire qu'en fait, c'est relativement simple. Finalement, vous avez besoin de 2 choses. Vous avez besoin d'un côté d'avoir des thermostats pilotables, donc sur des radiateurs électriques, des radiateurs à eau chaude, des aérothermes, c'est assez facile, hein, de mettre ces thermostats-là qui permettent de piloter les équipements. Et le 2e élément dont vous avez besoin, c'est d'une centralisation de la commande. Donc c'est, finalement que ces thermostats qui soient, intelligents, bah, ils remontent les données qu'ils captent, vers une plateforme et cette plateforme, bah, elle vous permet d'allumer, de couper les équipements, de les visualiser et de suivre les consommations. Donc si tu vas juste à la slide suivante, vous pouvez voir un peu, bah, un exemple, hein, de plateforme et de ce que ça peut vous permettre de faire. Heu, mais imaginons que vous soyez un site sur lequel il y a déjà des thermostats, donc sur des aérothermes, des vannes thermostatiques sur le radiateur à eau chaude dans des bureaux. Bah, finalement sur ce type de plateforme, bah, vous pourriez voir un peu, bah, l'état de tous les thermostats installés. Donc c'est la colonne du milieu. Vous pouvez voir vous pouvez, bah, cliquer sur chaque thermostat de façon individuelle et aller lui mettre des plages horaires, une, température de consigne et ainsi vous pilotez au plus proche, finalement, vos équipements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît, primordial, nous, pour réussir à Ouais. agir sur le chauffage. Sur Riquet fait un peu d'essai. Ça, juste pour compléter aussi, dire que aujourd'hui, il existe plein de choses déjà développées. Il y a vraiment la possibilité de faire du sur-mesure là-dessus, enfin un truc qui colle vraiment à vos attentes et un truc le plus simple possible, juste avec les infos que vous voulez pour pouvoir bien piloter et piloter, si possible, à distance également. Juste dire un petit mot sur un client qu'on accompagne depuis longtemps et qu'on est très content d'avoir mené pas mal de chantiers à ses côtés. C'est les Pastilles de Vichy, donc ils font partie du groupe Carambar. Et du coup, on avait commencé à travailler avec eux il y a un petit moment, il y a quasiment 10 ans. Ça nous rajeunit pas. On avait commencé à faire de la décarbonation avant que ce soit autant à la mode qu'aujourd'hui, puisqu'on avait électrifié une partie de leur process. On s'est passé d'un process au gaz à un process électrique. Et donc ça, déjà, ça avait eu un énorme impact en termes d'efficacité et d'émissions de CO2 de l'usine. Et là, plus récemment, on s'est attaqué au chauffage, parce que c'était le 2e poste. On avait décarboné la partie process. Il restait à décarboner la partie chauffage pour qu'on se soit vraiment attaqué au poste gaz. Et du coup, il y avait de gros enjeux chez eux sur le pilotage, puisque c'est une activité sur laquelle ils ont besoin de flexibilité, avec des périodes où le site n'est pas ouvert. Et du coup, on a mis en place avec eux toute la partie dont parlait Pauline sur de la domotique, donc à la fois côté thermostat et organes de contrôle. Pauline disait que c'est assez simple, et c'est vrai, hein, les technologies, elles existent. Là où ça devient un peu plus compliqué pour nos clients, c'est qu'en fait, il y a plein de technologies différentes, il y a plein d'automates différents, il y a plein de langages différents, et qu'il faut pouvoir, si on veut pas être marié avec un seul fabricant de matériel, pouvoir mixer tous ces matériels et les faire communiquer entre eux de la meilleure des manières. Donc on a travaillé avec eux, on est en train de mesurer l'impact sur le chauffage de la dernière saison, et il est encore plus important que ce qu'on avait chiffré l'année dernière de 15%. Donc ça vient argumenter tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur l'importance du pilotage et d'une meilleure maîtrise de ces postes-là et d'avoir plus de flexibilité euh, sur votre outil de travail. Hop. On va attaquer une petite partie sur les aides. N'hésitez pas pendant que, bah, Pauline, je crois que tu vas dérouler cette partie, si vous pensez à des sujets ou si vous voulez poser des questions. Mmh. Je regarde le chat et je te remonte s'il y a des points. Ça marche. Alors sur les aides disponibles, on en a parlé de certaines très rapidement, on va en reparler un peu ici. Il y a beaucoup d'aides qui sont développées, que ça soit via des certificats d'économie d'énergie ou via des financements, publics avec l'ADEME. Donc la première partie, donc les C2E, hein, certificat d'économie d'énergie, je pense que c'est des sujets qui sont quand même, connus en industrie, mais il y a différentes actions, qui sont finançables selon des fiches standardisées. Faut pas hésiter à aller voir quand vous avez des sujets, comme ça. Mais typiquement de la récupération de chaleur sur des compresseurs, sur des groupes froids, bah, c'est des actions qui peuvent être financées par ces certificats d'économie d'énergie et ça peut permettre de financer souvent, 30-40 de l'installation. Donc c'est quand même non négligeable et derrière, bah, en plus, il y a vous êtes plus efficace. Donc voilà, donc ça c'est la 1re partie.
Du côté financement public, donc il y a des aides de l'ADEME dans le cadre du plan de relance et en dehors du plan de relance d'ailleurs. Donc il y a des aides. À chaque fois, je vous ai mis les liens pour que vous puissiez aller voir justement les conditions d'éligibilité. Mais déjà, il y a le fonds chaleur, donc lui qui est très tourné énergie renouvelable pour financer justement de la mise en place de substitutions, donc de tout ce qui va être biomasse, géothermie, solaire thermique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être subventionnées via le fonds chaleur. Il y a le programme donc décarboner l'industrie qui va. Alors là, c'est pas uniquement chauffage, c'est tourné vraiment industriel de façon générale, donc ça peut aussi concerner le process, mais le chauffage est inclus dedans. Donc ça va financer un panel d'actions ayant lieu avec la décarbonation. Pour des entreprises peut-être qui ont déjà besoin du plan d'action initial pour voir quoi mettre en place, il y a le Diag Écoflux avec la BPI. Donc c'est un programme qui est tourné vers l'identification des actions à mettre en place sur 4 flux environnementaux, donc l'énergie, eau, matière et déchets. Donc ça, du coup, dans la partie énergétique, ça inclut le chauffage. Et effectivement, vous pouvez avoir un plan d'action du coup sur ces thématiques-là. Et Pauline, enfin, juste oui, pour compléter, du coup, il y a du coup Diag Ecoflux, si vous avez plus de 20 salariés, si vous êtes moins de 20, il y a l'équivalent oui, TPE pardon, gagnante qui est porté par les chambres de commerce et chambres de métiers. tout à fait. Il y a pas mal de questions, Et je les ensuite, laisse arriver, je te laisse continuer, on les prendra ouais, après. ok, pas de souci. Je parle juste du coup du petit dernier programme d'aide qui est sorti là très récemment de l'ADEME. Donc c'est Pacte Industrie. Je passe sur la slide suivante, on a peut-être plus de détails. Pacte Industrie, je rentre un peu dans le détail de ce programme-là parce que c'est vraiment un programme assez ambitieux. Donc l'ADEME, ils ont mis les moyens derrière aussi. Le but, c'est vraiment un programme qui va être tourné vers la neutralité carbone. Et du coup, ils ont toute une partie énergétique sur notamment une partie de réalisation d'études de mix énergétique sur laquelle l'idée, ça va être de décarboner au maximum à la fois le process, mais aussi le chauffage. Et du coup, de se concentrer sur, là, on est plus sur la partie substitution, mais sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme autre énergie que du gaz ou du fioul, ou même de l'électricité, pour optimiser finalement le chauffage. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment Pacte Industrie. N'hésitez pas à aller voir, c'est quelque chose qui est très récent. Sur la partie qui nous intéresse dans le cadre de ce webinaire, donc sur le chauffage, l'ADEME finance entre 50 et 60% d'une étude d'opportunité de mix énergétique. Et ensuite, il y a d'autres actions à aller voir, hein, mais sur tout ce qui va concerner la décarbonation notamment, pour mettre en place des stratégies associées. Donc voilà. Je rentre peut-être un peu moins dans le détail, parce que c'est moins l'ordre de ce webinaire aujourd'hui, et que je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Mhm. Donc on va peut-être plus Ouais, se tourner vers ça. Mais voilà, sachez que ça mais existe et que vous aurez tous les liens disponibles pour aller vous renseigner sur la question. voilà, et puis du coup, il y aura nos liens pour prendre rendez-vous avec Pauline ou moi en fin de webinaire si vous avez des questions par rapport à Pacte. C'est vraiment un programme super intéressant, donc faut pas hésiter à nous demander un peu d'infos. Euh, hop, on peut passer celle-là, et puis du coup, je te fais un récap des questions après, Pauline, si ça te va. Ouais, pas mal. Du coup, sur d'autres actions qui existent aussi, plus sur le tertiaire et notamment l'hôtellerie-restauration, il y a le fonds tourisme durable qui peut permettre de financer certaines actions, mais du coup, c'est tourné sur un secteur très spécifique. Il y a le tremplin qui existe encore pour les TPE-PME, sur lesquels on peut encore trouver quelques actions intéressantes. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus. Le diagnostic, donc Écoflux de la BPI, on en a déjà parlé juste avant. Et toujours avec la BPI, il y a ce qu'ils appellent le VTE vert. Donc, ce n'est pas directement des actions d'efficacité ou de substitution, mais là, c'est vraiment qu'il y a des aides sur l'embauche finalement de personnes qui peuvent vous aider à travailler sur ces thématiques énergétiques et écologiques de façon plus générale. Mais du coup, ça, c'est en lien avec le chauffage. Et ensuite, il ne faut pas hésiter non plus à se mettre en contact avec voilà, les dispositifs locaux qui peuvent exister au cas par cas dans chaque région, les partenaires que vous pouviez avoir pour, euh, pour aller plus loin. Je vois dans le chat qu'on parle de Climaction en Grand Est, effectivement. Euh, c'est ça marche plutôt pas mal. Et ça, c'est le partenariat finalement entre la région Grand Est et l'ADEME qui regroupe finalement pas mal d'aides intéressantes. On n'a pas voulu faire Voilà, de jaloux et décider des régions. On peut c'est prendre, ça. peut-être conclure et on prend les questions après, comme ça on tient le Du coup, donc, timing. pour conclure un peu du coup ce webinaire, le premier point qu'on veut que vous reteniez, c'est que il y a des enjeux qui sont très très importants sur le chauffage. On parlait tout à l'heure de 109 TWh annuels de consommation, donc c'est vraiment important. Chaque
entreprise, enfin chacun d'entre vous, vous devez aborder ces thématiques de la façon qui vous correspond, parce que ça reste un axe majeur pour la maîtrise de ces consommations, pour la décarbonation de façon générale de vos entreprises. Donc c'est vraiment des sujets très très importants à traiter et à ne pas forcément les laisser de côté. Donc voilà, donc ça c'est, enfin nous on vous encourage fortement à agir sur ces sujets-là et soit le faire en interne, soit vous faire accompagner. Deuxième étape, c'est que on vous a beaucoup décrit la méthodologie à mettre en place, mais tout repose sur ce diagnostic initial qui vous permet vraiment d'identifier les besoins et les actions qui vont pouvoir être mises en place. Un point qui sera important aussi, c'est vraiment d'impliquer au maximum les personnes pour que on puisse se rendre compte que vous agissez, de pourquoi vous agissez et de qu'est-ce qui est mis en place. Troisième point, voilà, c'est toutes les aides qui existent. Aujourd'hui, il y a pas mal d'aides qui existent, principalement sur la partie substitution quand même, faut le dire. Mais du coup, pas hésiter à se tourner justement vers tous ces dispositifs pour financer une partie de votre transition. Et puis ensuite, voilà, nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est vraiment de prioriser les actions à mettre en place et surtout mesurer l'action, capitaliser ce que vous faites pour être vraiment capable de mettre en avant les mesures et mettre en avant les gains que vous puissiez avoir fait, finalement, pour valoriser le travail qui est réalisé. C'est quand même très, très important d'être capable de se rendre compte de qu'est-ce qu'on a mis en place. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a été utile. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Il y en a encore dans le chat, donc on va peut-être les reprendre du coup une à une. Ouais, je peux Euh, répondre à la question facile. Du coup, il y a une question Vas-y. de Axel sur les diag écoflux pour les entreprises de moins de 20. Est-ce que toutes les CCI en proposent? Il faut que vous fassiez la demande à votre CCI. Si jamais la CCI de votre département, de votre région ne le propose pas, ce sera un cas dérogatoire normalement et vous serez orienté vers le dispositif diag écoflux. Il y a une question d'Arthur. Est-ce que vous avez des ordres de grandeur de coût pour l'installation d'un plan de comptage, euros par point de mesure par exemple? Alors on a ça. Ça dépend beaucoup du cas de figure dans lequel vous êtes, du type d'énergie, du type d'équipement à mesurer, ce que vous voulez faire avec le compteur. Est-ce que c'est du temps réel? Est-ce que c'est des pas de temps de 10 minutes après sur la partie télé-relève? Donc ça, faut pas hésiter. Il y aura nos liens après avec Pauline, sans que ce soit sans aucun engagement de votre part. Bloquer un petit créneau avec nous et qu'on puisse discuter soit du projet concret, soit de une quête de la mission sur laquelle vous êtes, si vous voulez avoir ces ordres de grandeur-là.